Bienvenue à un nouvel épisode Né pour un gros pain, cette fois-ci encore pour notre série spéciale À qui le vote? Donc pour ceux qui sont nouveaux à la série, l'objectif est d'aiguiller la relève entrepreneuriale québécoise en recevant des représentants de chaque parti lors de cette élection. Donc bien importante, un petit rappel aussi d'aller voter le 3 octobre. Pour ce faire, je me présente, je suis Louis Palacio, l'hôte de Né pour un gros pain, mais aussi le producteur et président de Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc d'abord, j'aimerais remercier notre invité aujourd'hui, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, qui représente la CAQ. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis, pour l'invitation, c'est apprécié. Et Karim, ton collègue aussi. Ça fait plaisir. Donc également, Karim, c'est ça justement qui est derrière la console, qui m'accompagne. Merci. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec notre question typique. C'est quel genre de pain, toi? Donc, quel pain es-tu, Pierre? Je me considère un pain au pistache. Pourquoi pistache? J'aime beaucoup l'innovation. Je pense que c'est important d'avoir des choses nouvelles. Puis, malgré mon âge, j'aime beaucoup penser que je peux contribuer à rendre le Québec plus innovant. Donc, pain au pistache, pour moi, c'est le nouveau. Excellent. Puis je pense que c'est un nouveau en plus pour le balado aussi, on n'a pas entendu celle-là. Aussi, une nouvelle section de cette saison. On veut donner l'occasion aussi de se présenter le parti. Donc, Karim va faire un petit countdown. Si tu peux nous présenter en 45 secondes la CAQ et pourquoi la relève entrepreneuriale québécoise devrait choisir la CAQ à l'élection prochaine. Bon, écoutez, la CAQ, pour moi, c'est un parti d'équilibre, un parti qui a une rigueur, qui veut créer de la richesse collective. Pour moi, c'est très important. Pourquoi de la richesse collective? C'est pas une fin en soi, pour redonner dans les services de la société qui sont très importants, entre autres l'éducation, la santé, évidemment, et l'environnement. Donc, en gros, on veut créer de la richesse pour pouvoir en faire bénéficier tous les Québécois. Excellent, même en avance. C'est super, ça. On aime ça. Right on time. Puis, donc, ça m'amène en ce moment, dans le fond, à notre première section. Comment tu gagnes ton pain? Tout est dit. On veut savoir comment tu gagnes ton pain, comment tu as gagné ton pain. Donc, est-ce que tu veux me parler un petit peu de ton parcours, où ta carrière a commencé, où tu as étudié d'abord avant de débuter cette carrière? Premièrement, je viens d'une famille de la classe moyenne. Mon père avait des merceries pour hommes. J'ai été élevé à Huntsic, dans le quartier nord de Montréal. J'ai fait mes études dans la section d'Huntsic. Je suis allé après au collège Notre-Dame. Une des raisons, c'est que je voulais faire du sport. C'est un collège qui pouvait bien marier l'équilibre académique avec le sport. Et après, j'ai continué, je jouais au football pour le collège. J'allais étudier après à André Grasset au cégep dans le nord de la ville. Je suis revenu près de mes sources. Et j'ai étudié après ça à l'Université de Montréal, hautes études commerciales. J'ai fait un petit certificat après à Harvard Business School à Boston. On a quelques similitudes dans le parcours. J'ai aussi grandi dans l'UNSIC et j'ai quitté récemment, en fait, en même temps que l'ouverture du studio. Et HEC aussi à l'Uni. Et qu'est-ce qui... la carrière a commencé comment? Est-ce que, si je ne me trompe pas, tu as un parcours d'entrepreneur? Donc, comment tu t'es lancé là-dedans? Je pense, premièrement, mon père avait une mercerie, donc très, très jeune, à l'âge de 14-15 ans. Je travaillais à la mercerie, donc j'étais exposé un peu. Mercerie, pour les gens qui ne connaisseraient pas, ce serait quoi une mercerie? Mercerie, c'est un magasin de vêtements pour hommes. Ah, ok. Alors, mon père avait plusieurs magasins, donc je travaillais là à l'âge de, 12, 13, 14, 15 ans. Donc, j'étais exposé un petit peu à voir comment fonctionnait une PPME, c'est très, très petit. Mon père avait été accepté au HEC. Et malheureusement, son père était décédé, puis il avait quitté l'université pour aller travailler pour justement cette mercerie-là. Alors, dans mon cas, j'ai eu la chance, mon père il est décédé maintenant, mais j'ai pu faire mon cours universitaire. Je suis allé au HEC, j'avais l'esprit entrepreneurial, mais j'ai vite découvert que j'étais aussi quelqu'un qui pouvait être un intrapreneur. Un intrapreneur, c'est quoi la distinction? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va aller emprunter sur sa maison pour partir une entreprise.
beaucoup de monde se définissent entrepreneur, mais c'est pas tout le monde qui est vraiment un entrepreneur. Intrapreneur, c'est quelqu'un qui a les réflexes de pouvoir comprendre un entrepreneur et de pouvoir bien travailler avec. Alors moi, c'est avec, entre autres, M. Charles Sirois que j'ai découvert ça. J'ai travaillé pour des très grandes entreprises. J'ai fini, avant de venir en politique, de diriger une grosse PME. Donc, j'ai une espèce d'hybride entre les deux. Puis, bon, HEC, ça a été évidemment une belle place pour avoir une bonne fondation. Puis, rapidement, j'ai réalisé que j'aimais la grande entreprise, mais en même temps, je voulais avoir un peu de flexibilité dans mes agissements. D'ailleurs, un peu l'enjeu de politique qu'on parlait tantôt, là, c'est le fun de faire la politique, mais il faut être capable de faire ce qu'on veut, pas juste d'être embarqué par une vague. Donc, je reviens à l'entrepreneuriat. Je me considère un entrepreneur capable d'apprécier l'entrepreneur, et en même temps capable de mettre un peu de rigueur dans l'ensemble de l'œuvre. Absolument. Puis je pense qu'il y a aussi cette question de qu'est-ce qui fait vraiment un entrepreneur, un président d'une grande compagnie qui va l'amener à une belle croissance. Et on peut dire d'une certaine façon qu'il est autant un entrepreneur que la personne qui part dans son garage, la business, puis qui va la partir Bon point. du départ. Et qu'est-ce qui a mené à la politique tranquillement? C'était quoi la dernière entreprise pour laquelle? J'ai été le dirigeant principal de Atrium Innovation, une société qui faisait des produits nutraceutiques. Et j'avais été nommé président CEO d'une société publique qui était cotée à la bourse. Et j'avais été choisi parce que l'entreprise avait besoin d'une croissance par acquisition, croissance organique. Puis donc, pour moi, c'était le bon exemple. Entrepreneur dans une entreprise d'une certaine envergure, il y avait quand même des ventes de près de 2 milliards de dollars par année. Alors, on a vendu l'entreprise parce que c'était complexe au Canada, c'est une entreprise mondiale. Puis après ça, j'ai fait de l'investissement, mais à un moment donné, M. Legault, que je connaissais d'une ancienne vie, parce qu'on a étudié ensemble au HEC, c'était pas un ami proche, mais on était ensemble. Alors, celui qui m'a appelé pour me dire, viens donc nous aider. Wow. Puis juste, encore une fois, nutraceutique pour les gens qui ne connaissent pas. Bon point. Les produits, des vitamines, par exemple. On parle maintenant, je pense qu'on parle beaucoup de prévention au niveau de la santé. Alors moi, j'étais un qui croyait et qui croit encore fortement que si on s'alimente bien, si on a un bon rythme de vie, bien, on peut complémenter avec des produits nutraceutiques pour être sûr qu'on n'ira pas à l'hôpital et qu'on n'ira pas congestionner le système de santé. Intéressant, ça. Puis, connaissant M. Sirois, M. Legault, j'imagine que vous étiez quand même proche du parti quand même assez tôt dans sa fondation. C'est les deux fondateurs, essentiellement. Oui, effectivement. Je travaillais avec M. Sirois quand la CAQ a été créée. M. Legault, évidemment, connaît son histoire, a pris l'ADQ, l'a transformé. À ce moment-là, j'étais quand même, dans ma tête, ouvert au fait que ça prenait un changement au niveau de la direction politique. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de voir ce groupe-là. Alors, j'étais impliqué très, très sommairement, ou je n'étais pas vraiment impliqué, mais j'étais intéressé à ce qui se passait. Puis, j'ai même organisé des rencontres à un moment donné, parce que j'étais dans l'environnement d'affaires de Montréal. Donc, j'avais des rencontres, j'organisais avec des CEO qui rencontrent M. Legault, qui avait été dans le domaine des affaires, mais qui avait quitté depuis une quinzaine d'années faire de la politique. Donc, je voulais réconcilier, c'était un mauvais terme, mais je voulais rapprocher M. Legault de la communauté des affaires pour vraiment comprendre les enjeux. Exact. Puis ouvrir un canal de communication, ça fait du sens. Et est-ce que ça a été un choix un peu déchirant, quitter le monde des affaires pour un monde politique quand même? Pas la décision, parce qu'à l'époque où M. Legault m'a demandé de venir l'aider, j'ai dit, je vais venir t'aider, je vais aller à Investissement Québec, je vais aller ailleurs, là, je veux que tu mettes ta belle photo sur un poteau de téléphone. C'était pas dans mes cartons du tout. Vous avez une idée de mon âge. Par contre, j'étais au fait de ma carrière où je regardais pour peut-être des choses philanthropiques, je regardais pour aider peut-être au niveau communautaire. J'ai eu un certain succès, alors je suis à l'aise. Alors pour moi, je voulais aider. Alors là, comme M. Legault dit, viens comme politicien. J'ai réfléchi, c'était en 2018, j'ai pris l'été en fait pour réfléchir. J'ai décidé quasiment à ce moment-ci, il y a 4 ans. Ça n'a pas été difficile dans le sens que, bon, on va essayer d'aider de cette façon-là. Si ça réussit, tant mieux. Si ça ne réussit pas, c'est pas grave. D'autres le feront. Alors, le reste, c'est un peu de l'histoire. Est-ce que ça faisait partie du plan au départ, être une figure de proue du parti ou même ministre de l'Économie? Écoutez, il n'y a jamais de promesse. Hein? Un chef, même on va aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va arriver avec l'élection. Alors, un chef ne peut pas promettre des choses, sauf que dans mon cas, j'avais évidemment identifié que l'économie, j'avais un intérêt. Je pensais que j'avais peut-être des idées qui pourraient aider. Alors, ce qu'on a fait durant l'été, moi et M. Legault, on a parlé beaucoup
de qu'est-ce qui peut être la transformation de l'économie du Québec, autant au terme des structures. Investissement Québec, on a fait une réforme, comme vous savez, peut-être importante. On s'est mis d'accord sur ça, parce qu'il n'y a pas lieu de t'en aller en politique si tes idées dans un domaine particulier ne sont pas partagées par le chef. Bon, ce que je pense en santé, ce que je pense en éducation, c'est un peu moins important parce qu'il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi pour le faire. Alors, sans avoir une promesse que je te pourrais être ministre de l'économie, il apparaissait clair que j'aurais un rôle économique. Et ça m'amène à notre prochaine section, parce que est-ce qu'on a des croûtes à manger? Je me le demande. Tu manges des croûtes? Tu manges des croûtes? Donc ça, c'est vraiment la section typique pour nos entrepreneurs et intrapreneurs qui visitent le balado. Bien entendu, on l'a adapté aujourd'hui pour la formule de À qui le vote. Mais une des premières questions que j'aime bien poser, c'est est-ce que vous avez des anecdotes du parcours entrepreneurial, du parcours intrapreneurial qui vous ont marqué, puis peut-être qui ont un impact de la façon de faire de la politique aujourd'hui? Bon, anecdote, ce qui me caractérise peut-être plus, mais je me rappelle très jeune, j'étais dans un bureau de comptable, puis moi, j'ai toujours été un peu non-conformiste sur, tu sais, je vais travailler, je travaille énormément, mais je travaille quand ça me tente, entre guillemets, ou quand je suis motivé, ou je suis énergisé. Puis ça, l'horizon temporel peut être différent d'un pattern un peu plus normal. Bon, je me rappelle, chez Pricewaterhouse, c'est mes premiers débuts de carrière, puis j'aimais beaucoup le baseball, j'aime encore le baseball. Alors moi, je mettais mon veston d'avis sur mon siège de bureau, je m'en allais au baseball le jour, puis le monde pensait que je travaillais, puis je revenais le soir travailler. Mais ça indique un peu ce que je suis comme caractère. L'autre chose, c'est que j'ai eu beaucoup de patrons qui m'ont dit, un des enjeux que j'ai, c'est que j'aime aller vite, je parle vite, je pense, je réagis vite. Puis souvent, c'est compliqué parce que les gens qui veulent... Il y a beaucoup de gens qui veulent te suivre, qui ne peuvent peut-être pas, pour des raisons d'horaire et tout. Alors, il t'avait à plusieurs reprises, c'est pas une anecdote, mais les patrons me disaient, ralentis un petit peu parce que les gens veulent te suivre, ne peuvent pas intellectuellement, pour d'autres raisons. Alors, ça, j'ai toujours été comme... puis encore ce jour, j'essaie de faire attention pour pas que la vague soit trop forte, si on veut. Puis en même temps, je pense que c'est le fun d'être rapide. Là. C'est pas une anecdote, mais c'est un trait de caractère de ce que je suis comme personne. Absolument, puis il faut le balancer avec des gens qui sont peut-être... ils ont un rythme différent un petit peu. Exactement. Absolument. Puis est-ce que tu vois des défis à l'intérieur du monde entrepreneurial des affaires au Québec qui pourraient être adressés de ton expérience préalable, mais aussi ton expérience en tant que politicien? Oui, premièrement, si je parle de Pierre comme politicien, c'est sûr que avec ce que je viens de dire, il a fallu que je m'ajuste parce que ça va beaucoup moins vite au gouvernement. Puis, en fait, heureusement. Parce que entrepreneur, toi, tu as une belle entreprise, tu fais une erreur avec Karim, tu te reviens d'abord de même, puis c'est corrigé. Tu es au gouvernement, tu fais une erreur, il y a une société qui va payer pour. Alors, je pense que c'est correct d'avoir des valises. Maintenant, moi, je regarde la projection sur 15 ans où j'aimerais voir le Québec au niveau du développement économique, lequel je suis responsable. Il y a deux choses que je veux voir. La première, c'est que, c'est pour aller dans l'entrevue, mais je veux voir nos énergies renouvelables être bien utilisées pour bâtir des créneaux stratégiques où on va créer de la richesse majeure. Filière batterie, pour, d'une part, décarboner le Québec, puis d'autre part, en même temps, avoir un impact positif sur la richesse pour venir au point de départ, puis investir en éducation, puis en des services sociaux qui sont requis de par notre société. Ça, c'est un secteur, puis je passe beaucoup de temps intellectuellement à me penser comment est-ce qu'on va marier ça. Je pense qu'on a un certain succès, mais c'est pas fini. L'autre, c'est que la fibre entrepreneuriale québécoise qui existe est mal nourrie. Et moi, j'ai eu la chance de travailler en Asie pendant plusieurs années, 5 ans. Je connais très bien Singapour. Je connais assez bien la Corée du Sud, parce que c'est un pays qui est plus difficile à comprendre. Et j'ai passé beaucoup de temps au gouvernement et j'ai fait des voyages en Israël pour comprendre pourquoi la souche entrepreneuriale en Israël, par exemple, est si bonne. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'au Québec, on peut être fier de notre recherche fondamentale. On a M. Rémi Quirillon, qui est le scientifique en chef. Il y a 3 fonds de recherche. J'ai annoncé d'ailleurs au printemps la stratégie québécoise de la recherche et l'investissement en innovation. On va dévouer 7,5 milliards sur 5 ans en recherche et innovation. Ça inclut les crédits d'impôt, mais quand même, c'est pertinent. Puis,
on va s'appuyer sur la recherche fondamentale qui est très importante pour notre notoriété puis aussi pour attirer des enjeux de société, parce que la recherche fondamentale, c'est pas juste pour créer de l'argent dans les business, c'est aussi de s'occuper de notre monde, de s'occuper des problèmes, des enjeux de santé, des enjeux d'environnement. Mais là, ce qui manque, c'est le lien avec l'entrepreneuriat, le lien avec la commercialisation. Et ça, au Québec, on est faible. On a toujours été faible, puis quand on regarde le nombre de start-up par habitant, puis on se compare à d'autres juridictions au Canada, puis on se compare à l'extérieur, on est faible. Ça a toujours été. Puis c'est comique parce qu'on dit toujours que le Québec, on est entrepreneur. Mais on l'est, on a l'ADN, je pense, mais on n'a pas eu les bons outils. Alors, une longue réponse, je m'excuse. J'ai créé le poste de chef de l'innovation du Québec, M. Luc Sirois, qui va être le partenaire de Rémi Quirion. Donc, Rémi, fondamental, Luc, le pont innovation, puis Investissement Québec qu'on a réformé pour prendre plus de risques. Je pense que ce trait d'union-là va faire en sorte qu'on va être capable, dans un mandat subséquent, si nous, on le fait, ou peu importe le gouvernement, parce qu'on a créé la structure, puis je pense que la structure va rester, il faut s'assurer qu'on alimente, qu'on aide au niveau du capital humain et capital financier, les idées, la commercialisation pour qu'ils sortent des startups, puis qu'à un moment donné, qu'on ait une capacité d'avoir des technologies qui vont nous aider à finaliser, par exemple, le changement climatique. C'est un exemple, parmi tant d'autres. Puis par capital financier, on parle de subventions, bourses, prêts. Excusez-moi. Ben oui, effectivement, c'est un mélange de tout. Quand on regarde en Israël, pourquoi ça va bien, c'est que dans les idées, puis nous, on a créé Axelis, qui est le centre de transfert technologique au Québec, où on a regroupé des universités ensemble. On a créé un fonds Eureka, dans lequel il y a 100 millions de dollars, dans lequel le gouvernement a mis 50 soit 50 millions, le privé a un peu d'argent. Donc, ce fonds-là se veut de l'argent qui va être investi dans des jeunes start-up sous forme de subventions ou sous forme de pré-redevance. Mais on sait tous que le taux de succès de ces entreprises-là, il peut être faible, il peut être de 30-40 %. Mais je pense qu'il faut, ça va faire bizarre de dire ça, là, mais il faut valoriser la culture de l'échec dans le sens suivant. C'est qu'en Israël, les startups, il y en a la moitié qui ne fonctionnent pas, mais celles qui marchent fonctionnent très bien. Donc au Québec, on a toujours eu l'approche d'être réticent. Un entrepreneur a du succès, on le valorise, oups, il y a un petit échec, puis on le descend. Je pense qu'il faut changer cette approche-là. Puis moi, je pense qu'on doit prendre plus de risques. Il faut faire attention. Il faut s'arranger pour que les succès, ce qui va réussir, qu'on puisse récupérer des sommes d'argent pour compenser pour celles qui n'ont pas été un succès, puis pour remettre aux autres. C'est une espèce de roue circulaire. Alors, moi, je dis toujours à Rémi Quirion, puis Luc Sirois sont d'accord. Rémi, je vais donner plus d'argent à la recherche fondamentale dans la mesure où c'est une économie circulaire. Ce qui va sortir de la recherche fondamentale qui va être un succès, bien, trouvons un moyen de prendre cet argent-là et de le remettre. C'est un cercle. Alors moi, je pense qu'on a l'ADN entrepreneurial, mais il faut juste le nourrir un peu plus pour qu'il y ait plus de start-up et plus de succès de nos jeunes entrepreneurs. Puis par récupérer, il y a aussi, comme on parlait justement, les recettes, j'imagine, entre autres fiscales de ces belles entreprises-là. Comment retenir ces entreprises-là au Québec, éviter qu'ils soient tentés par des paradis fiscaux ou d'autres avantages de... Ben, écoute, c'est une bonne question parce que, évidemment, la clé ici, c'est que à la base, en amont, donc on a parlé, il faut nourrir l'engin, si je peux dire, il faut avoir des fonds qui vont permettre aux startups de commencer, puis il faut, nous, comme gouvernement, travailler avec le privé. C'est pas moi qui va décider, le ministre de l'Économie, où on met de l'argent. Il faut mettre la structure en place. Eureka, entre autres, c'est des gens du privé qui gèrent ça, c'est pas le gouvernement. Après ça, dans la chaîne des capitaux, un des problèmes qu'on a au Québec, c'est qu'une société qui réussit, même si on n'a pas beaucoup, il y en a, là, c'est qu'ils réussissent, il n'y a pas de fonds de développement ou de début de croissance qui sont capables souvent de garder les entreprises. On a la Caisse de dépôt, évidemment, qui est exemplaire, mais là, on parle de grandes entreprises. On a l'Investissement Québec qui change. On a créé beaucoup de fonds. Alors, il faut, dans la chaîne des capitaux, que le gouvernement joue un rôle d'alimenter la chaîne où il y a des maillons faibles ou des maillons inexistants. Puis on met le maillon, mais c'est sûr qu'on veut que ce soit le privé qui gère ça. Si le gouvernement se met à décider où on investit, ça ne marchera pas, surtout pas au niveau politique, parce qu'il peut y avoir toutes sortes d'enjeux de partisanerie, d'enjeux de direction. Mais je pense que cette question spécifique-là, on a commencé, c'est pas fini, mais à nourrir des fonds d'investissement qui sont gérés par le privé, mais alimentés par le gouvernement au début du stade de création de valeur, au début du stade de développement. Des sociétés qui ont besoin d'une ronde
toi, là, votre business, là, disons, dans un an, ça te prend 2-3 millions là, pour aller à la prochaine étape. Il faut qu'il y ait l'argent disponible. Si elle n'est pas ici, tu vas aller voir des gens de l'extérieur. Alors, si on est capable de le faire, on va pouvoir les garder plus longtemps et travailler avec l'extérieur. Moi, je suis un de ceux qui pensent qu'on ne peut pas avoir 100% de détention québécoise. Pas tout le temps. Donc, une entreprise PME qui part, qui a un fonds sur Novacap, que ce soit n'importe quel fonds, Ange Québec Capital, de faire cohabiter des fonds étrangers qui amènent une perspective internationale, qui amènent un réseau de contacts, c'est correct, dans la mesure où il y a des clauses que j'appelle Québec, les clauses sirop d'érable que j'appelle, où on peut avoir le choix, comme gouvernement, via la Caisse de dépôt, de dire non, cette compagnie-là, si elle veut être vendue monnaie, on peut pouvoir l'acheter nous-mêmes. Ça, c'est déjà en place ou c'est prévu? C'est en place. La réforme d'investissement Québec, c'était exactement ça. Avec M. Leblanc, qui est le directeur général maintenant, on a créé plusieurs fonds. Je n'ai pas le chiffre par cœur dans la tête, mais on est rendu avec 25-30 fonds dans lesquels le gouvernement investit, qui n'est pas géré par le gouvernement, géré par le privé, mais nous, on donne une incitatif pour que ces fonds-là se créent. Puis, Investissement Québec va souvent co-investir. On a des clauses plus contraignantes. Puis, on dit à l'entrepreneur, on va investir 5, 10, 15 millions, peu importe. Quand il y aura une vente, s'il y a une vente ou il arrive un événement de liquidation, on a le choix de pouvoir acheter. On peut tout acheter même. Ça fait partie des incitatifs pour ces fonds-là. Qu'est-ce qui incite le privé à justement rejoindre ces fonds-là? Ce qu'on fait souvent, là, c'est que tu es pas mal familier avec le principe là, les gestionnaires de fonds, ce qu'ils appellent un carried interest. Donc, s'ils font de l'argent avec un investissement, le partenaire général, le gouvernement ou d'autres vont laisser passer un peu de retour pour donner un boni, si on veut, aux participants. Nous, ce qu'on a fait, c'est que j'ai créé un fonds avec la Banque nationale, un fonds de 200 millions, je crois. Alors, beaucoup d'investisseurs privés investissent de l'argent et investissent leur temps aussi. Il y a des entrepreneurs qui sont rendus à ma génération, à mon âge, qui veulent aider. Ils veulent aider les jeunes, là, le mentorat. Alors, ce qu'on fait dans ces fonds-là, c'est qu'on accepte que notre retour sur notre argent va être séquencé un peu plus tard. Donc, on va laisser le privé faire son... Par exemple, je retourne mon capital. Tu retournes ton capital au niveau du privé. Puis quand les retours commencent à être faits, on va laisser au privé une première tranche de retour pour eux autres, puis nous, on va passer après. Donc, on donne un incitatif. Donc, notre capital va pouvoir être utilisé par le privé pour faire son retour sur investissement. Mais on paye notre capital en premier. Donc, c'est un incitatif qui fait que le privé se sert du gouvernement pour avoir un levier plus grand. Mais dans la mesure où c'est le privé qui va gérer le fonds d'investissement, c'est le privé qui va décider où on investit, je pense que comme société, on en sera gagnant. Puis je pense que les gens aussi sont très sensibles à l'idée d'utiliser le moins possible les fonds publics, d'utiliser le moins possible. Il y a l'intervention de l'État aussi qui est une autre chose. Est-ce que ça fait partie aussi d'une considération importante? C'est ma question. La question, c'est est-ce qu'on veut être comme gouvernement libertarien, auquel cas tu laisses le privé faire ce qu'il a à faire, tu dis le privé est mieux que le gouvernement, ou l'approche très interventionniste où le gouvernement est partout? Moi, je tente les deux. Je tente les deux parce que je pense qu'il y a des segments de l'économie qui requièrent que le gouvernement ait un rôle à jouer de catalyste. Puis c'est important. Je veux pas que le gouvernement décide. Moi, j'aime pas que le ministère de l'économie, puis on le fait plus de toute façon, choisisse des sociétés. On m'a accusé souvent de dire, pourquoi telle société vous avez participé? Quand le chiffre est gros, il y a Investissement Québec qui fait du travail, la Caisse de dépôt, puis là, à un moment donné, s'il faut faire un gros chèque, oui, le gouvernement va le faire directement, mais c'est après un processus très, très rigoureux. Alors moi, je suis d'opinion que dans certains secteurs, prenons le secteur des batteries. Un bon exemple, là, le changement climatique, batterie, je pense que tout le monde comprend que ça va ensemble. Pour attirer BASF, puis attirer GM, il a fallu faire des choses. Moderna, qui va être l'usine à Ariane pour les vaccins, si on avait été libertarien, ils me disaient, on va attendre, ils vont venir de toute façon, ils ne viendront pas. Parce que BASF puis GM POSCO, dans l'exemple des cathodes pour les batteries, il y avait 7-8 juridictions, dont l'Ontario, dont les États-Unis. Je pense que comme gouvernement, il faut être interventionniste, mais il faut être très sélectif dans des filières qui sont stratégiques pour le Québec. On déroge un peu de l'entrepreneuriat, mais pas tant que ça, parce qu'on a les zones d'innovation. Les zones d'innovation, moi, je crois beaucoup. C'est une création qu'on a faite au parti. Puis moi, je crois à ça parce que venir des BASF, venir des Tesla, un jour peut-être, venir GM, Ford, mais là, veut pas, les startups, là, ils vont s'alimenter là-dedans. Fait une zone d'innovation, c'est quoi? C'est des institutions du savoir, les universités où ça part de là. Je regarde ce qui se passe à Carlstom, qui regarde ce qu'on fait avec l'hydrogène à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il dit, hey, oups, on va peut-être créer un centre de recherche. Mais là, l'institution du savoir, les gros donneurs d'ordre,
On crée de l'argent dans un fonds qui va faire des startups dans l'hydrogène, non pas l'hydrogène. Là, tu crées un écosystème propice à la création de start-up, l'évolution. Exact. Et ça a un petit peu un contraste, par exemple, à certaines initiatives, comme le panier bleu, qui rentre beaucoup plus dans l'interventionnisme. Il y a eu beaucoup de critiques même pendant la pandémie, où plusieurs étaient contents de voir le gouvernement faire quelque chose pour encourager l'économie locale, mais plusieurs disaient aussi, est-ce que c'est vraiment la place du gouvernement d'intervenir ou de créer une plateforme comme ça? C'était très légitime. Évidemment, le panier bleu, on est parti le 4 avril 2020, je me rappelle très très bien, c'est quasiment été parti dans la cuisine chez nous, là. Mais c'était un élan, je pense, de cri du cœur, qui était déjà présent, de dire aux gens, protégeons-nous, là, géopolitiquement, il faut se protéger, acheter québécois, nos détaillants étaient fermés, l'économie allait pas bien, de toute évidence. Donc c'était un cri du cœur qui a fonctionné. Aujourd'hui, panier bleu, on a deux initiatives. La première, c'est l'identification des produits québécois. Et ça, je pense que les gens le demandaient. Je donne toujours l'exemple du gin. Le gin du Québec, on en a 150 maintenant. Puis la SAQ, Catherine, a fait un très bon travail. On dit maintenant, il y a du gin avec un label blanc, un bleu pâle, mais un bleu marin. Le bleu marin, c'est du grain à la bouteille. Le blanc, c'est de l'alcool neutre acheté de l'Ontario, probablement embouteillé en Ontario, avec un beau label québécois. Puis bleu pâle, dans le cas du gin, c'est alcool neutre de l'Ontario, mais distillé ici, avec une deuxième distillation, embouteillé ici. Alors moi, je pense que les Québécois veulent l'identification. Donc ça, c'est le rôle du gouvernement. Ça, c'est déjà en place? Déjà en place. Déjà en place. Et Catherine est la responsable? Non, Catherine, c'était la SAQ. Ah, OK. Elle l'a fait avec... il y avait Aliment Québec qui l'a fait, puis il y avait la SAQ pour le gin. Okay. Nous, on met ça pour tous les produits québécois. On a conçu Québec, produit Québec. Donc, on a une nomenclature des différentes choses. On a annoncé ça au mois de mai, je pense, ou juin. Là, les gens commencent maintenant à appliquer pour avoir un label. Le côté transactionnel qu'on a annoncé aussi va être fait par le privé. On a des partenaires privés, Lightspeed est là-dedans, on a Desjardins, on a le Fonds de solidarité, et nous, aux actionnaires, je pense à 25 %. On n'est pas sous le conseil d'administration. Mon sous-ministre l'était, il ne l'est plus, parce que ce projet-là de panier bleu Inc. transactionnel, le gouvernement ne doit pas être là-dedans, ça va être le privé. Est-ce que ça va marcher? Moi, je pense que oui, parce que c'est une alternative à Amazon. Il y a beaucoup de jeunes entreprises du Québec qui ne peuvent pas, ne veulent pas aller sur Amazon. Donc, il y aura une plateforme. Puis, on travaille avec des sociétés qui font du 3PL, là, au niveau logistique, la livraison. On a des compagnies québécoises qui font des petites boîtes Amazon. Là. Et c'est une des plus grosses forces d'Amazon aussi, justement. Exact. Alors, je pense que l'idée n'a jamais été de battre Amazon. L'idée était d'offrir, surtout pour les gens en région, d'offrir un véhicule qui pourrait faire du transactionnel e-commerce. Et je pense que ça va être, on a annoncé, mais ça va être opérationnel dans quelques mois, je pense au mois de novembre, je pense. Mais déjà des tests qui sont faits. Cette partie-là, le gouvernement n'a pas d'affaire là-dedans, ça c'est clair. Mais pour la partie identification, je pense que c'est notre devoir. Puis pour la partie justement transactionnelle, je pense que beaucoup de gens vont être contents de savoir que le gouvernement a un minimum de participation. Mais est-ce que Day One, il va avoir la livraison en 2 jours ou en 1 jour comme Amazon le fait? Est-ce qu'il va être vraiment compétitif avec Amazon? Peut-être pas au début. Je pense que il faut faire attention aussi. Il faut regarder. Le but du panier bleu, le côté identification, je pense que les Québécois veulent savoir ce qu'ils achètent. C'est-tu fabriqué au Québec? C'est-tu conçu au Québec? C'est quoi le pourcentage? Donc, on a 3 catégories. Transactionnel, il y a des détaillants, il y a des petits manufacturiers qui n'ont pas accès à cette plateforme-là. Alors, si ça prend 4 jours de livrer du Saguenay à Rouyn-Noranda, il y a des gens pour qui ça ne dérangera pas. Parce que venir 2 jours, là, on aime bien ça, là, Amazon Prime, mais souvent tes choses, ça peut prendre 3-4 jours. Alors, est-ce qu'on va compétitionner Amazon sur tous les fronts? La réponse c'est non. On a beaucoup de commerçants qui sont heureux de voir ça, puis qui vont s'ajuster. Puis évidemment, plus il y aura un succès, s'il y a un succès, plus la chaîne logistique peut être mise à contribution. Les gens qui livrent des petits camions qui livrent là, du Québec, là, les boîtes d'Amazon, peuvent livrer des boîtes du panier bleu aussi. Aussi, c'est vrai. On a beaucoup d'entreprises aussi locales qui performent très bien dans sa livraison, Intelcom, etc. Entre le choix de la culture et l'économie, si on pense par exemple au projet de loi 96, est-ce qu'on a fait un choix conscient
au gouvernement de prioriser la culture par-dessus l'économie, sachant que certains éléments viennent obligatoirement en conflit l'un avec l'autre? Bah, je répondrais que la CAQ, je pense qu'on est un parti nationaliste. On n'est pas souverainiste, on est nationaliste. Moi, j'en suis l'exemple. Je travaille très bien avec mon homologue au fédéral, M. Champagne, dans nos gros dossiers stratégiques. La CAQ, c'est la fierté et la prospérité. Alors, c'est sûr que beaucoup de gens aiment peut-être montrer un porte-à-faux entre les deux. Si on est trop fier, ça ne sera pas un environnement périn ou un environnement propice à l'investissement étranger. Et de l'autre côté, si on est trop prospère et seulement la question de richesse devient notre priorité, ben là, ça va se faire au détriment du français, au travail, dans les familles, et ainsi de suite. C'est un débat constant. Évidemment, PL 96 a créé, je pense, au niveau de la perception, a créé beaucoup d'émoi parce que certaines personnes ont trouvé qu'on opprimait les allophones anglophones pour promouvoir le français. Moi, je dis toujours à tous les gens à qui je parle, c'est pas ça. On veut promouvoir le français, protéger le français, mais on a besoin de sa patinoire de tout le monde. Alors, comme ministre de l'Économie, pour l'instant, le mandat finit bientôt, je pense qu'on est capable d'avoir cet équilibre-là. Et je pense qu'il faut falloir que les allophones et les anglophones, et les communautés juives, par exemple, comprennent l'objectif du gouvernement. L'objectif n'est pas d'exclure ces gens-là, mais c'est juste de protéger, je pense, ce qui est important au niveau de la langue française. Puis moi, personnellement, je suis très à l'aise de parler au président de toutes les compagnies internationales, puis de leur dire qu'au Québec, c'est multiculturel, on parle français, puis c'est un avantage. Puis en fait, c'est ça qui est un peu paradoxal, parce que pour beaucoup d'entreprises étrangères, de venir au Québec, c'est un avantage. Pour les jeunes qui viennent ici, là, deux langues, français, puis on parle l'anglais, puis on est capable de travailler dans le multiculturel. Pour recruter des gens, c'est un avantage. Alors, il faut faire attention. Est-ce que ces avantages-là vont surpasser les désavantages, par contre, des restrictions qui vont être mises en place et supplémentaires pour les entrepreneurs? Évidemment, on spécule, hein, parce que la loi 96 a été adoptée très récemment. Moi, je pense que non. Moi, je pense que... Je regarde ma position à moi, présentement. Ministre de l'Économie du Québec, je me considère le chef du développement économique du Québec à l'international. Alors, moi, j'aime beaucoup voyager, j'aime vendre le Québec. Et moi, je pense que vendre le Québec, le PL 96, n'est pas un problème. Par contre, l'application du PL 96, la perception de certaines personnes, c'est que ça va être l'enfer. Et ça, il faut régler ça. Il y a une crainte, je pense qu'on l'a même entendu de certains représentants qui sont venus au balado pour la série à Kilovolt, c'est que le gouvernement puisse rentrer dans nos ordinateurs et sans avoir reçu de plainte officielle, espionner si les choses sont bien faites en français et en anglais. Est-ce que... J'ai entendu ça et la réponse est non, ça n'arrivera pas. Mais je pense que c'est moi de dire non, un balado, c'est le fun, là. Mais ça va falloir que ça soit métabolisé par l'appareil gouvernemental. Mais définitivement, on va voir ce qui va être le 3 octobre. Je ne veux pas être prétentieux, mais si la CAQ est réélue, on va rapidement, pas dire qu'on change 96. 96, pour moi, c'est un bon projet de loi. Mais on va rassurer les gens qu'il n'y aura pas de Gestapo. Les gens vont avoir des services essentiels dans leur langue. Quelqu'un qui est malade, après 2 mois, il sera pas capable, il va se faire servir par un médecin, par une infirmière, par un service hospitalier. Alors, il faut rassurer les gens que les services vont être là. On a un objectif de rehausser la langue française, son adhésion, surtout dans les grands centres comme Montréal. Je pense que c'est noble, mais clairement, il va falloir rassurer les gens parce que si ce que vous dites, c'est la perception des gens, que ce soit réalité ou non, la perception a beaucoup de force, beaucoup de pouvoir. Alors, il faut casser ça. Donc, peu importe que ce soit à l'application de la loi ou avec le renouvellement d'un gouvernement caquiste, il n'y aurait pas cette situation-là. C'est garanti? Ou comment vous allez vous assurer que... Ben, écoutez, je parle à M. Legault régulièrement. Puis M. Legault, je pense que c'est un bon exemple. M. Legault, il est fier de la culture, mais aussi, ses objectifs, c'est qu'il devient obsédé par ça. Il veut combler l'écart de richesse. Puis moi, d'ailleurs, c'est ça qui m'attire en politique. Je ne suis pas dans la politique pour... Je fais la politique, je suis dans la politique parce que l'objectif de M. Legault, je pense que je peux contribuer.
Particulièrement l'écart de richesse Ontario-Québec. Exact. Qui est une façon, parce qu'on mesure ça comme ça, mais l'écart de richesse, c'est pas une fin en soi. Mais si la tendance se renverse, ce qui est le cas depuis 3 ans, l'écart a baissé, puis on continue avec des filières stratégiques, les batteries, l'aluminium, on va faire les premiers, j'espère, faire l'aluminium vert ou monde peut-être. Alors, pour livrer ça, moi, ça patinoire, ça me prend tous les joueurs. Je ne peux pas jouer au hockey avec une moitié équipe. Alors, je pense que l'engagement que je fais, puis M. Legault en est conscient, c'est qu'il faut, si le gouvernement est réélu, il va falloir rassurer les gens. Il y a un moyen, je pense, de dire PL 96, il y a une raison d'être pour ça, mais on est capable de naviguer avec PL 96, on est capable d'avoir les entreprises locales qui vont pouvoir croître, et internationales qui vont vouloir investir. Moi, c'est mon engagement. J'ai une dernière question parce qu'elle aussi, on l'a eu. Par rapport à ça, est-ce que la crainte est justifiée? Beaucoup de gens font référence aux années 80 à l'adoption initiale de la loi 101 et la fuite des entreprises internationales, d'une partie de la communauté, des cerveaux. C'est, j'imagine, très sujet à débat si cette fuite est réelle. Est-ce que on a quelque chose en place pour empêcher ça? Est-ce que, justement, ce projet de loi-là ou l'avenue du gouvernement risque de créer une situation semblable? Il est trop tôt pour déterminer si ça va arriver, mais c'est sain d'y penser. On n'a pas de programme pour pallier à ça. Par contre, je vous dirais que depuis quelques mois, j'ai eu quelques situations où les sociétés étrangères qui étaient ici déjà ou qui songeaient venir ici, puis une qui est annoncée, m'ont appelé pour mieux comprendre. Leur enjeu n'était pas bon que les employés à la réception parlent français, puis que les notes sont en français. Je pense que tu t'en vas en Italie, tu fais ça en italien, tu t'en vas au Québec, tu fais ça en français. Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. Mais la question était, est-ce que les collègues qui vont travailler dans l'environnement du Québec vont pouvoir communiquer en anglais, ou dans d'autres langues, mais en anglais principalement, avec leurs collègues de l'extérieur? Parce qu'il y avait une perception, peut-être, certaines personnes, bon, je dois avouer que les médias, souvent, c'est pas toujours ça coche, là. Puis il y a des médias qui sont peut-être un plaisir d'étaler que le Québec, c'est très compliqué. Alors, je disais non. Si un chercheur en hydrogène qui travaille chez Alstom, qui est une sommité internationale, il parle anglais avec ses collègues, il va parler anglais pareil au Québec. Alors, je pense que non réponse à la question, c'est souvent dans l'application d'un projet où on peut atténuer des craintes qui sont souvent pas justifiées, même si la perception, c'est que c'est compliqué. Alors, on est conscient de ça, puis c'est sûr que si on avait une situation où on pensait qu'on arrêterait les investissements étrangers, puis qu'on a moins d'investissements au Québec, ben là, on ne peut pas livrer l'objectif principal qui est l'écart de richesse. Puis je vous dirais en passant que, bon, le 96 c'est nouveau, là, mais les investissements directs étrangers du Québec depuis que la CAQ est au pouvoir, on oublie par rapport à ce qui était avant. On a un grand succès. Bon, puis le 96 est récent, là, évidemment, la question, c'est de dire on ne veut pas, arrêter cette croissance-là. Alors, moi, dans mon cas, je pense que les gens le savent, je vais être un allié à ce qu'on continue à rassurer les gens. Et M. Legault, qui est ultimement le premier ministre, peut-être qu'il va continuer à l'être. Son objectif à lui de créer réduire l'écart de richesse, il faut qu'il soit cohérent avec le fait qu'on a besoin de gens extérieurs. Ça étant dit, il faut aussi s'occuper de promouvoir l'entrepreneuriat québécois puis de donner du capital humain et financier à ces gens-là pour qu'on ait des compagnies québécoises qui n'envergurent aussi. Il faut faire les deux. Sur toujours le sujet de la richesse, mais un petit peu différente approche, comment combattre la situation économique précaire en ce moment avec l'inflation, par exemple, qui affecte entre autres les entrepreneurs, plus ou moins de taxes? Gros débat. Premièrement, l'approche de notre gouvernement, c'est de dire il y a un enjeu temporel pour la classe vulnérable. Les gens qui n'ont pas des salaires de 75 100 000 $. Il y a un enjeu temporaire pour l'inflation que les gens peuvent bien vivre. De là, notre approche de dire on a 400, 600 $, 600 en bas de 50 000, 400 en haut de 50 000, 2 000 pour les aînés qui gagnent en bas de 62 000, je n'ai pas le chiffre exact. Donc, on a 2 mesures ponctuelles qui vont adresser l'enjeu de ceux qui sont vulnérables, et on est conscient qu'il faut faire quelque chose là, parce que c'est pas beau rêver que ça va arriver dans 15 ans, mais il faut se rendre jusque-là.
Au même moment, on est les plus taxés au Canada. Donc, on veut avoir une réduction d'impôts. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit l'impôt pour les paliers intermédiaires. Donc, les gens, la bonne classe moyenne, 2,5 % de réduction d'impôt sur 10 ans, dont 1 % en 2023. Je pense que c'est la bonne approche. Puis ceux qui sont mieux nantis n'auront pas cette réduction d'impôt-là. Mais ils n'auront pas non plus une taxe additionnelle. Alors moi, je suis d'opinion que ça, c'est le côté peut-être libertarien de Pierre Fitzgibbon qui se dit, ben là, à un moment donné, quand l'économie va être correcte, là, ben laissons les gens, les entreprises et les individus choisir comment ils vont s'organiser. Donc, on n'a pas parlé encore d'impôt des corporations. Un jour, on va aller là. Alors, moi, je pense que l'approche qu'on a, c'est de dire ponctuellement de l'argent dans les poches des consommateurs, parce qu'on a encore pour 12 à 18 mois d'inflation élevée, mais structurellement, pour le futur, je pense qu'il faut être moins, faut taxer moins. Puis je pense que, laissons les gens, mais les bien nantis, c'est faux de penser que ces gens-là n'ont pas la conscience sociale des autres. On peut leur imposer une taxe pour aller payer pour les luttes climatiques. Je pense qu'ils vont le faire d'eux-mêmes. Ça, c'est ma perspective. Donc, on a une approche que je pense qui est équilibrée. Justement, l'impôt des sociétés, c'est pas pour maintenant, mais il y a déjà des mesures en place pour encourager, par exemple, la création d'emplois. Ce serait pas une avenue intéressante aussi, justement pour la relève entrepreneuriale? Oui, d'ailleurs, dans la stratégie québécoise de recherche, investissement et innovation, la SQRI ou CARI, j'ai dit tantôt, on a 7,5 milliards, 3,5, c'est les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, donc, c'est souvent au niveau des corporations. Et là, ce qu'on est en train de revoir, M. Girard, c'est est-ce que ces crédits d'impôt-là sont bien alloués? Est-ce qu'on devrait les moduler? Est-ce qu'on devrait les moduler, par exemple, pour que les gens payent de l'impôt corporatif au Québec, non pas qu'il y ait de l'évasion fiscale? Est-ce qu'il devrait y avoir des crédits additionnels pour les filières stratégiques qu'on crée de la valeur? Alors, on n'a pas de réponse à ça encore. Je pense que nos crédits d'impôt, règle générale, fonctionnent bien, surtout pour la recherche et l'innovation. Mais c'est un outil. Alors, pour l'instant, on sert des crédits d'impôt au lieu du taux d'impôt. Parce qu'à un moment donné, il faut regarder net. On peut avoir un taux d'impôt de 21 %, mais c'est par des crédits d'impôt. Tu es dans le domaine des jeux vidéo, dans le domaine de l'intelligence artificielle, puis tu t'avances à 12 % d'impôt, ben c'est correct. Il faut faire attention des fois sur ça. Mais présentement, on n'a pas touché au taux des corporations comme tel. On touche au crédit d'impôt. Puis c'est quelque chose qu'avec M. Girard, si on est réélu, si on est ministre, là, il y a des CCC, là, mais dans un contexte de continuité qu'on va adresser relativement rapidement. Est-ce que la pandémie, ou plutôt la gestion de la pandémie, a été trop douloureuse pour l'économie, en particulier plusieurs entreprises qui n'ont pas survécu à travers la pandémie? Bah, moi, je suis d'opinion inverse. Mon commentaire peut être contrarié. Quand on regarde le nombre de fermetures durant la pandémie, toute entreprise confondue, il y a eu moins de fermetures qu'il n'y en a eu avant la pandémie, sur une base annuelle. Je pense une réduction de 15 %. Il y a 15 % de moins de fermetures durant la pandémie qu'avant la pandémie. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'on a des trop d'entreprises? Je vais être contrarien. Je pense qu'au Québec, on a été privilégiés parce qu'au gouvernement fédéral, il y a eu la fameuse PCU, des programmes de filet social pour les citoyens. Puis je pense que honnêtement, moi, je suis favorable à ça. On peut argumenter que c'était trop long, là, mais je pense que c'était une bonne chose parce que ça a permis de créer de la richesse. Les gens sont devenus plus riches durant la pandémie à cause des règles générales. Alors, à cause de ça, nous, au gouvernement du Québec, on a pu s'activer avec les entreprises. Alors, nous, on a prêté, je pense que c'est 1,5 milliard qu'on a prêté durant la pandémie. Les grandes entreprises, mais les PME aussi, on a créé des fonds locaux d'investissement, ils existaient déjà. On leur a donné le pouvoir de pouvoir faire des prêts aux restaurateurs, aux petits commerçants. Et j'oublie le chiffre, c'est 25 000 entreprises qui ont bénéficié de ça, 1,5 milliard. Je pense qu'on s'en est très bien sorti. Par contre, on va mesurer le succès de ça dans 5 ans. Parce qu'évidemment, il y a sûrement des entreprises qui auraient peut-être dû fermer, qui ont été gardées sur le respirateur artificiel, qui vont fermer. Bon, c'est malheureux, mais ils vont se recréer. Mais règle générale, moi, je pense qu'on est dans une très, très belle position. Puis je pense que l'économie du Québec, d'ailleurs, a rebondi plus forte, on l'a vu. Hein, l'économie du Québec a rebondi plus forte que celle de l'Ontario et des États-Unis pour 2021, considérant 2020. Alors moi, je pense qu'on est bien positionné, mais il faut rester alerte.
Parce que je pense que la mini-récession, on sait pas comment l'appeler, là, c'est une récession, pas une récession, mais on sait qu'il y a un ralentissement, on le voit. Puis ça va durer encore pendant un an et demi, jusqu'en 2023. C'est là que ça va être plus... Il faut être peut-être plus, pas plus, mais être rigoureux pour voir c'est quoi les secteurs. On parlait beaucoup de la restauration, par exemple. Oui, je pense que ça devient difficile, mais ils sont bien sortis, les restaurateurs. On est heureux d'aller dans les restaurants, puis on a vu des problématiques de la main-d'œuvre. Donc, somme toute, je pense qu'on est dans de bonnes positions. J'ai des questions en rafale. Oui. J'aimerais avoir les réponses les plus concises possibles Oui, OK. à ces questions-là, parce qu'on demande une mesure spécifique par rapport à chaque question. OK. Et donc, je les pose maintenant. Une mesure pour l'économie circulaire. Je pense que c'est l'économie sociale. On a un programme en place. On a augmenté les montants d'argent. On doit travailler avec l'économie sociale. Je pense que c'est eux qui vont pouvoir faire l'économie circulaire. Une mesure pour aider la santé mentale des entrepreneurs. Support humain. Lionel Carman passe beaucoup de temps sur ça. Disponibilité de ressources que les entreprises peuvent accéder. Une mesure pour préserver, protéger l'environnement sans faire payer le citoyen. Développer nos filières stratégiques. Développer l'énergie renouvelable. Je pense on est privilégié. L'énergie renouvelable du Québec va réduire de 2/3 de nos émissions complètes. Le reste, ça va venir de la technologie par nos PME innovantes. Une mesure, finalement, pour favoriser plus d'autonomie par rapport au fédéral. Travailler avec eux autres en partenaire. Il ne faut pas les voir comme des ennemis, il faut les voir comme des partenaires. Puis au niveau économique, quand je travaille avec Pascal Saint-Onge puis Sophie Champagne, on est des partenaires. On va passer maintenant à la dernière section. Oui, la question du pain sur la planche. Du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche. Donc, l'idée est bien simple de cette section. On veut voir un petit peu quelle tendance vous percevez au sein, que vous pourriez voir au sein de votre mandat, des sujets qui vont être majeurs, puis prévoir un petit peu le mieux qu'on peut les sujets les plus importants à couvrir pendant le mandat. Donc, ce serait quoi les priorités d'un gouvernement caquiste lors du mandat? Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour? Économique ou tous les sujets? Économique particulièrement, mais s'il y a des sujets importants qui touchent. Pour moi, au niveau économique, je vois 2 chantiers importants, je l'ai mentionné tantôt rapidement, qui sont super importants pour moi, qui vont façonner la création de richesses collectives du Québec, qui vont nous amener ailleurs. Le premier, c'est l'utilisation parcimonieuse de nos énergies renouvelables. Évidemment, on parle d'hydroélectricité et d'éolien et potentiellement le solaire un jour. Ça va nous permettre, d'une part, de réaliser nos objectifs de lutte au changement climatique qui sont très importants, évidemment, et aussi, en même temps, de pouvoir créer de la richesse. Et moi, je crois que l'avantage comparatif du Québec est énorme. Par contre, les besoins que nous avons sont aussi énormes. Puis on a fait une annonce durant la campagne que peut-être il faudrait des barrages. Bon, beaucoup de monde ont été surpris de ça. La réalité, c'est que de l'aveu même de Mme Brochu à Hydro-Québec, elle parlait de 100 TWh de capacité additionnelle d'ici 2050. On a produit moins de 200. Donc, c'est la moitié d'Hydro-Québec de plus. Moi, je parle en termes de puissance. On a besoin de 10 000 MW d'ici 2030 pour décarboner nos industries, parce que en gros, c'est 44 des transports, puis 20 pour les industries. Alors ça va adresser l'enjeu environnemental en partie. L'autre élément, on l'a dit tantôt, c'est qu'il faut promouvoir l'innovation, l'exécution de la SQRI au carré va être super importante, parce que c'est ça qui va faire que nos jeunes entrepreneurs vont pouvoir s'accrocher à nos chantiers stratégiques. Le Québec, il faut discerner les segments où on a le droit de gagner. C'est le right to win. Là. Batterie, évidemment, l'aluminium, l'acier vert, l'intelligence artificielle, l'aéronautique. Alors, il faut focuser sur certains secteurs et être très, très, très puissant sur le support que le gouvernement va donner. Alors, ces 2 secteurs-là, l'innovation, qui va être aussi sociale en passant, parce que pour démocratiser l'innovation, il faut que les gens acceptent. C'est pas juste de nourrir des compagnies qui vont faire bien de l'argent. C'est aussi d'adresser des enjeux de société. Moi, je crois l'environnement, on vient à l'environnement, on vient aussi pour problèmes de santé, l'éducation. Donc, innovation au Québec, transcender ça partout dans les réflexes de l'entrepreneuriat innovant.
Et en même temps, servons-nous d'un avantage comparatif important qui est l'énergie renouvelable, puis faisons enrichir le Québec de façon durable et pérenne. Vous avez la particularité d'être un gouvernement sortant, donc un bilan déjà clair, des promesses qui avaient été faites. Certaines ont été respectées, certaines n'ont pas été respectées. Comment convaincre les électeurs qu'elles vont l'être cette fois-ci dans un mandat supplémentaire de 4 ans? Bah, je dirais, notre bilan, je vais être fier de notre bilan en disant qu'on a à peu près 70%, je pense, selon le polymètre, là, qui a été réalisé. Ben, je rappellerai le monde, on a passé 4 ans en poste, dont 2 ans et demi qu'un vent de face qui s'appelle la pandémie. De mon côté à moi, mes promesses, il n'y a pas des promesses que j'avais faites à l'élection parce que j'arrivais là, peu de semaines avant le mandat qui avait débuté en octobre 2018. Le plan, on l'a écrit, le plan est fait, Investissement Québec, tout, je regarde aujourd'hui, après 4 ans, on a progressé, mais on n'est pas rendu près de la finalité, au contraire. Puis je pense qu'une des raisons a été le vent de face pandémique qui a fait qu'il y a eu une distraction managériale. Quand M. Legault avait appelé, c'est le 11 mars 2020, il dit demain on ferme l'économie du Québec. Alors, je trouve que ça marche, qu'il n'y a pas trop de problème. C'est facile à dire. Puis à un moment donné, on s'est ramassé là-dedans. C'est sûr qu'au niveau intellectuel, beaucoup de ressources énergétiques ont été. L'énergie du cerveau a été canalisée sur la pandémie. Somme toute, malgré ce qu'on peut entendre présentement, moi je suis fier de notre bilan pandémique, entre guillemets. Comme tout le monde, je ne suis pas venu ici pour gérer une pandémie, mais il fallait le faire. Donc, je pense que les gens devraient regarder dans le futur, puis quand on regarde les 5 partis politiques aujourd'hui, il y a des bonnes idées dans les 5 partis politiques, il ne faut pas se méprendre. Mais la question vraiment importante, c'est qui peut le mieux exécuter. Et je pense que la CAQ, l'équipe en place, qui va être solidifiée par d'autres personnes qui sont jointes à l'équipe, si on forme le gouvernement, je pense qu'on a prouvé qu'on pouvait bien livrer dans un contexte difficile. Alors, s'il n'y a plus de pandémie, ben, je pense que ça devrait aller assez bien. Maintenant, j'ai une question bien importante à poser. La question qui tue. Alors, quelle promesse est importante au point que un gouvernement de la CAQ renoncerait au pouvoir s'il ne la respectait pas? Quelle promesse doit absolument être remplie dans le prochain mandat? Ben, je ne serai pas spécifique sur une promesse, mais moi, j'ai toujours dit que l'environnement et l'économie, c'est pas en porte-à-faux, au contraire. Je réclame que l'avantage comparatif du Québec qu'on a présentement est tel qu'on peut réduire nos GES en créant de la richesse. Alors, si le jour où je réaliserai un mandat, durant le mandat, que je ne suis pas capable de reconcilier ces positions-là, ben, je pense que ma contribution aurait été négative, puis probablement que d'autres auraient fait mon travail. C'est très haut niveau ce que je dis, mais je passe énormément de temps aujourd'hui intellectuellement sur le côté énergétique du Québec. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour réduire nos GES de façon durable et responsable, non pas d'être pragmatique, de ne pas être idéologique. Alors moi, je pense que pour moi, c'est la promesse que j'aime avoir. Puis ça se mesure. Je pense que ça se mesure de façon tangible, puis ça va être ça ma mission, si je veux, puis je serais très déçu si je réussis pas. Puis si je réussis pas, ben, c'est parce que d'autres devraient faire à ma place. Pendant les 4 années de mandat en tant que ministre de l'Économie, beaucoup de controverses est sorties au sujet de l'éthique. Est-ce que il n'y a pas un conflit entre notre volonté d'avoir des entrepreneurs ou intrapreneurs à succès et le fait qu'on peut-être les pénalise lorsqu'ils ont ce succès? Est-ce que vous avez senti un petit peu ça lorsque vous avez dû, par exemple, vous retirer du poste de ministre de l'Économie temporairement? Bon, je pense que on parle des règles, puis on parle du fondement. J'ai jamais eu d'enjeu sur le fondement. Est-ce que Pierre Fitzgibbon manque d'éthique pour servir au gouvernement? Les gens de ma communauté, les gens que je veux servir, parce que mes clients, ce sont des affaires, il n'y a aucun doute, parce que l'intégrité de ma personne n'a jamais été mise en doute. Là, on parle, est-ce que le cadre dans lequel un politicien doit opérer est contemporain? Et moi, j'ai toujours dit qu'il ne l'est pas. Parce que dans le cas spécifique qui avait été évoqué, la société en question,
pour me protéger et la protéger, je les avais bannis de pouvoir travailler avec le gouvernement. Donc, j'avais été plus sévère que le cadre permettait. Alors, moi, j'ai tout simplement dit que ce cadre-là est un cadre d'une autre époque et qu'il faudrait que ce soit modifié. Puis d'ailleurs, c'est un peu paradoxal parce que la commissaire à l'éthique, Mme Mignolet, avait émis un rapport en 2019. C'était en décembre 2019, là, tout le monde était ailleurs. Là, un rapport de 150, j'ai jamais lu, là, 150 pages qui disait on devrait réformer un peu le cadre en question. Personne n'a lu ce rapport-là parce qu'on était tous pris de la pandémie. Alors, c'est un peu paradoxal. Alors, moi je regarde ça aujourd'hui, puis je ne vais pas banaliser ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas nécessairement l'éthique financière, qui m'ont accusé d'être libéral, corrompu, tout ça. Ben, j'accepte ça parce qu'il y a une question d'éducation à faire. Mais ma communauté savent qu'il n'y avait pas d'enjeu d'éthique. Alors, moi, j'ai passé à travers de ça, malgré tout, sans trop m'en préoccuper. Mais la question est bonne. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait en sorte que des gens qui seraient moins portés à la politique, je vous dirais que c'est plus l'éthique, c'est plus ça l'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu plus comment les politiciens sont traités en général. Je pense que c'est plus ça l'enjeu qu'on doit faire face. C'est surtout très, très triste. Moi, je suis en fin de carrière, c'est pas grave, là, je peux vivre avec ça, là, les poussées de lait là, de gens qui sont extrémistes, puis je regarde les jeunes, je trouve ça un peu dérangeant, honnêtement. Ça me fait de la peine de voir que les jeunes vont être moins intéressés de faire ce sport extrême là, que les politiciens. Avec la montée des réseaux sociaux, la désinformation. Que je ne lis plus d'ailleurs. J'ai appris que Twitter, c'est la chose que je lis. Là. Mon collègue en avant de moi s'en occupe de Twitter, mais Twitter, je suis déconnecté de ça depuis un an, puis je reviendrai pas sur Twitter. Ça peut facilement être un trou noir. Et ma dernière question découle un petit peu de ça. Est-ce que le Québec est né pour un gros pain? Moi, je pense que nous avons... Quand je vends le Québec à l'international, j'ai aucune difficulté à vendre le Québec. Énergie renouvelable, je me répète, nos universités, le multiculturaliste, notre ADN de culture. On est un peuple qui est curieux, qui est innovant. Moi, je pense qu'on a un avantage comparatif incroyable. Nous sommes 8,5 millions de personnes. L'enjeu numéro 1, c'est qu'il faut focaliser sur les choses où on peut être bon. Mais moi, je pense que le Québec, on a l'ADN, on a nos ressources, on a le talent. L'université, je reviens à ça. L'université, c'est une de nos grandes forces. Et qu'est-ce que le ministre de l'Économie a lu ou a découvert comme ressources qui l'ont amené à être là où il est maintenant? Bon, j'ai lu beaucoup de choses sur l'entrepreneurship, évidemment. J'ai lu, entre autres, le livre de Bill Gates là, sur How to Avoid a Climate Disaster. Là. J'ai lu ça durant l'été. Mais si on regarde plus au niveau entrepreneurial, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme Ninou Saputo, qui a écrit un livre sur vivre l'expérience entrepreneuriale. C'est incroyable, ce livre-là, de comprendre d'où il est parti. Alain Bouchard, évidemment, qui parle de l'audace d'entreprendre. Couche-Tard, évidemment, pour m'expliquer qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Puis je regarde aussi au niveau féminin, au niveau diversité, d'ailleurs, Hinkle, qui a quand même une personne qui rejoint, que j'ai travaillé beaucoup avec elle, sur Evol, qui est Femmes et Sœurs, qui parle beaucoup de la diversité au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, j'en lis beaucoup de livres, là, mais je pense beaucoup à Bill Gates au niveau de l'environnement. Je parle de Ninou Saputo, qui est un entrepreneur qui est parti de zéro. Alain Bouchard, que je connais bien, qui était sur mon conseil d'administration. Puis Mme Hinkle, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. On va s'assurer d'avoir dans la description le plus possible les liens vers les livres et les ressources. Donc, j'aimerais vous remercier d'avoir participé au balado. Je pense que ça en dit long sur l'importance du pour le gouvernement pour la relève entrepreneuriale. Je pense aussi, j'espère que ça aura aiguillé la relève entrepreneuriale qui nous écoute dans leurs choix importants. Je le répète encore une fois, c'est bien important le 3 octobre ou par anticipation d'aller voter. Mais surtout le 3 octobre, je pense, vu la sortie des épisodes. Je pense que Élections Québec fait une belle campagne, renverser la tendance, donc renversons la tendance. Et encore une fois, merci. Merci Louis, merci Karine, merci toute l'équipe. Petit regard, caméra vers la fin. Ciao. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.